Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. J'ai toujours eu une approche raisonnée de ma façon de consommer. Je ne me considère pas comme une acheteuse compulsive, cet enfant qui ferait un caprice jusqu'à ce que ses parents lui cèdent. Et finalement, quand j'ai géré des gammes de produits, des campagnes marketing, des lancements de services, etc., j'ai toujours conservé cette vision d'un marketing responsable sans vraiment mettre le mot du durable dessus. Pour moi, un marketing durable, c'est un marketing qui s'inscrit dans la durée, qui repense l'utilité de son offre, qui respecte ses parties prenantes, tout en étant attentif aux ressources de la planète. C'est un marketing qui montre de la bienveillance, qui renforce des liens avec les communautés locales, mais c'est surtout un marketing engagé. Alors, je suis en phase avec mon invité du jour, que j'ai rencontré lors d'un séminaire Market Communication organisé par le GEPIA, avec Laurent Chasset, où nous sommes intervenus devant des marketeurs et communicants de l'industrie du packaging et notamment agroalimentaire. Nous étions 3 à inspirer cette assemblée autour du marketing durable responsable. Il y avait Aurélien Goyer, des médias Industry for Good et Circular for Good, toi et moi. Alors, tu es marketeur depuis toujours, fondateur de l'agence en conseil Before Brands, auteur des livres Tout savoir sur le marketing émotionnel en 2013, La fidélité du chaos à la zone de confort, publié en 2017, un manifeste publié en 2021 sous le nom Oser du marketing zéro, un marketing responsable dont vous êtes le héros, coécrit avec Philippe Guilloneuc. Tu es également conférencier, formateur, bref, un expert en marketing. Eh bien, bonjour Patrice Lobigna. Bonjour Diane. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à cette présentation brève de ton parcours ? Oui, j'ai envie d'ajouter que j'ai longtemps, très très longtemps été côté agence en fait. Avant E4Brands, j'avais une agence qui s'appelait Un Certain Regard et qui faisait aussi du marketing. Mais j'ai donc pratiquement toujours été côté agence, ce qui m'a donné l'opportunité d'agir et d'intervenir dans à peu près tous les secteurs d'activité, de l'agro à l'industrie, du B2B au B2C, enfin d'avoir une très large palette, y compris dans les services, les banques, voilà. Donc L'industrie pharma aussi que tu connais un ouais, peu ? l'industrie pharma que je connais assez bien. Et que j'ai côtoyé pendant 17 ans. Alors, pendant notre conférence, en tout cas pendant ton intervention, tu disais que tu étais le cow-boy des nouveaux temps, ou le cow-boy que tu avais envie d'être quand tu étais enfant, ce côté rêve. Et ça signifie quoi pour toi ? Alors c'est un truc que je raconte depuis peu en fait, parce qu'avant D'accord. avant je disais autre chose, mais qui est vrai. C'est ce que je voulais à un moment quand j'étais ado. J'avais cette idée en tête de partir sur un cheval et de courir après des vaches. Pas ici, côté Grand Ouest américain. Peut-être parce que j'étais un peu fasciné par les cow-boys et On que l'avait c'est ce côté ouais, enfant c'est ce cow-boy côté indien, un petit peu liberté. pour mes amis garçons à l'époque, Ouais, moins côté fille. j'ai aussi pas mal joué à ça, plus petit, mais c'était cette espèce de liberté, de goût pour la nature, des espaces. J'ai besoin d'espace toujours, encore aujourd'hui. Et proximité avec un cheval aussi, j'aimais bien ça à ce moment-là. Et puis le fait de pouvoir parler uniquement à mon cheval, qui a l'avantage de pas me contredire. Ça, Donc c'est ça me pratique. plaisait bien. Ça me plaisait bien de pas être contredit alors que je suis un contradicteur né. Mais voilà, il y a eu cette forme d'indépendance d'esprit et d'envie d'espace et de liberté qui était en moi, je crois, et qui l'est toujours.
C'est Donc ce c'est qui pour t'a ça que je le dis amené à aujourd'hui. être à ton compte, à créer aussi des structures et Oui, j'ai toujours créé des entreprises. J'ai toujours eu envie de ça. Je sais pas si c'est tellement lié au fait d'être cow-boy que plus à un héritage familial aussi sur cet état d'esprit. Mais il y a une forme d'indépendance, oui, c'est sûr. Il y a la volonté de maîtriser un peu ce qu'on fait et d'avoir la liberté de dire aussi. Voilà, beaucoup. C'est mon euh, impertinence aussi, aussi. naturelle. Ouais. Et du coup, pendant toutes ces années d'expertise ou d'expérience aussi sur le market, ça a pu t'as pu être confronté à un certain nombre de problématiques clients, à cet axe aussi de liberté. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme enjeu pour des sociétés, aussi bien des boîtes qui font du B2B que du B2C? Quels sont les enjeux autour d'un marketing nouveau, d'un marketing zéro, d'un marketing durable, responsable? On peut donner plein de noms. Moi, je crois que l'enjeu principal, c'est quand même de réussir à faire la différence. Alors, tu pourrais me dire que c'est pas nouveau, mais je trouve que c'est quand même un peu nouveau parce que l'accès aux médias, l'accès aux communautés, au public, l'accès aux outils qui permettent de soit conquérir, soit adresser une offre, enfin tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, est devenu partagé par tout le monde. Il y a 40 ans, 30 ans en arrière, quelques boîtes étaient très fortes en marketing et puis les autres savaient à peine ce que ça signifiait. Donc on faisait un petit peu d'action promotionnelle de temps en temps pour soutenir son offre, mais c'était en gros ça. Et on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui a les moyens, même une boîte de 5 personnes, même un indépendant a des moyens marketing incroyables. Parce qu'on a le Parce que web, parce qu'on parce que le a... numérique, C'est parce ça, que tout exactement. est gratuit. Bon, Ouais. pas tout, mais une bonne part. Donc pour Ça moi, prend du l'enjeu, temps, mais c'est accessible. Mm. oui, c'est accessible. Et c'est évidemment le pendant de ça, c'est la profusion des messages. Tout le monde dit la même chose. Tout le monde connaît ce que tout le monde fait. Et donc, on a comme ça une ouverture vers la connaissance du message, du marketing en général, qui s'est à la fois diffusé et à la fois un peu appauvri, au sens où les grands créatifs, enfin, les grandes agences de créa qu'on connaissait dans les années 80-90, elles existent toujours, mais elles ont du mal à se faire entendre. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est la remarquabilité. C'est qu'est-ce qui fait que ton offre serait éventuellement désirable, quelque part différente de celle de ton voisin, alors que tout le monde fait à peu près la même chose. Mais tu le vois, là on se parle dans un salon, dans un hôtel, tu le vois dans l'hôtellerie. Tu veux dire que c'est un secteur qui avant avait des marques Forte. très différentes, très fortes, qui aujourd'hui, comme dirait Seth Godin, est trié par le prix quand tu vas sur Booking, et puis c'est tout. Donc, et c'est dramatique parce que tu as perdu complètement la, L'aspect du service exactement. Et de la qui... marque. Qu'est-ce qu'elle signifie? Pourquoi tu choisis celle-là et pas une autre? Bon, là, tu choisis un prix, un avis client. Et donc, c'est plus du tout la Sauf même sur chose. certains standings où là, tu vas attendre autre chose Oui, il y a que le luxe mm, qui a encore cette capacité. à se différencier. Ouais. Mm. Pour tout le reste, bah, ils sont tous au même niveau, en fait. Et alors, comment on peut gérer cette notion de prix, ou en tout cas de faire en sorte qu'il n'y ait pas que le prix à regarder? Parce on a toujours ces 4 P-là, les 4 P basiques. Quelle est mon offre? Quel est le prix? Quelle est la com que je fais autour? Et quels sont les circuits de distrib que je vais utiliser si on est sur du produit physique? Si on fait un zoom sur Bah, si, cette... si tu n'as que cette dimension-là à offrir aux clients, enfin, à tes futurs clients, ça va être compliqué. Ça va toujours être compliqué parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire moins cher. Bon, tu l'as vu dans un exemple délirant de la fast fashion. Tu as vu Shein s'imposer en 3 ans sur le marché européen. Et puis d'un seul coup, paf, tu as Temu qui arrive, qui est aussi chinois et qui est encore moins cher que l'autre. Donc, bah, tous ceux qui étaient là, bah, ils sont partis là parce que bah, un petit peu moins cher, ça suffit à les faire quitter ta marque. En fait, ils n'ont aucun attachement, aucune relation à la marque. Ils sont juste dans la recherche du prix. Donc, si tu es une marque, tu es le contraire de ça. Alors, comment on peut arriver à faire changer, parce on en est là, hein, c'est dans le cerveau des gens. Alors, on est sur une phase de récession, les
difficultés financières des Français, on le voit bien, hein, donc forcément, ils sont à la recherche de prix, que ce soit sur l'alimentation, sur l'habillement, sur tout ça. La réponse, tu aurais une piste pour qu'on soit sur des nouveaux récits, en tout cas, qui aillent bien avec une éthique. Si je prends l'exemple de cette fast fashion, où globalement, les droits humains, la façon dont c'est géré, les transports, la décarbonation, finalement, tous ces arguments-là, aujourd'hui, ne touchent pas le consommateur moyen français qui utilise cette marque-là, parce qu'il est attiré par le prix uniquement. Alors, non, il n'est pas attiré par le prix uniquement, déjà. Je pense qu'il a besoin de sens, il a besoin de savoir pourquoi il achète des choses. Donc, il se met à acheter les choses qui sont vraiment importantes pour lui, qui sont essentielles. Et donc, tu as des gens qui te disent, bah oui, j'achète moins de viande, pour prendre cet exemple, qu'avant. Oui, mais en fait, acheter moins de viande, ça fait sens. Donc, c'est pas uniquement parce que c'est cher. Oui, c'est cher, mais c'est aussi parce que ça fait sens. Donc, tu peux me dire que c'est sous l'angle du prix, mais je peux aussi te répondre que si je t'explique qu'il faudrait manger moins de viande, parce que ce serait plus responsable pour la planète, par exemple, bah, ça fait écho au fait que de toute façon, déjà, tu es contraint par un budget. Donc, c'est plutôt pas mal si finalement tu trouves du sens à ça. Et donc, c'est pareil pour le reste. Je ne pense pas que les gens n'aient plus de désir de consommer. D'ailleurs, quand on regarde dans les études, c'est pas ce qui ressort. Ce qui ressort, c'est ils sont contraints par le budget. Donc maintenant, ils sont obligés, enfin ils l'étaient déjà avant, mais ils sont de plus en plus obligés de faire des choix. Et c'est là que c'est intéressant, parce que qu'est-ce que ça veut dire de faire un choix? Bah, faire un choix, c'est choisir ce qui te plaît le mieux, ce qui te convient le mieux, ce qui t'attire le plus. Et ça, c'est la désirabilité. Et c'est pas une question de prix. Alors, quand ça devient une question de prix, c'est parce que tu considères que tout est pareil. Donc si tu considères qu'une voiture, c'est une voiture, bah, tu expliques le succès de Dacia en France. Ou finalement, c'est pas important. Bon, après, on te dit, oui, mais à l'intérieur, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas cela. Alors, ce qui est bien d'un côté, parce que c'est aussi ça la responsabilité, finalement, quand on regarde le bilan carbone de la voiture, il est meilleur. Mais de l'autre côté, ça pose des problèmes de sécurité. Et par exemple, tu as entendu dernièrement que, bah, en fait, elles sont pas aux normes de sécurité de l'Europe. Et donc, un groupe comme Renault c'est est plutôt obligé embêtant. de rebosser sur ces modèles pour les mettre aux normes. Donc, il y a des tas de gens qui roulent depuis 5 ans dans des voitures qui ne sont pas aux normes de sécurité. C'est hallucinant de se dire que ça a pu être autorisé et Oui, vendu et que personne ne l'avait vu parce que la avant. norme a changé aussi, hein, attention. Ouais. Et Il y a donc, des évolutions. et oui, mais c'est ça aussi le paradoxe un petit peu de notre situation, c'est que de temps en temps, élever la norme et l'exigence de performance d'un objet, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, ça peut l'être pour la sécurité, mais c'est peut-être pas le choix du consommateur. En tout cas, en lien avec tout ce qui tourne autour du climat et de la neutralité carbone, il va y avoir forcément des réglementations, des obligations, et les entreprises seront confrontées à ça, qu'elles le veuillent ou non. Oui, mais là où Euh, je te rejoins, c'est que c'est pas sur cette dimension-là qu'on va séduire des clients. ah ben non. Ça va pas marcher, Mais ça. justement, On en l'a fait, connu avec ça fait pas rêver. C'est le ça. bio qui était anxiogène, et qui faisait peur aux gens, et qui en plus était pas forcément moins cher d'ailleurs. Bah, Voir le contraire. c'était pas du tout une décision possible. Alors qu'aujourd'hui, bon, on a essayé de changer cette image. Alors, de temps en temps, on revient vers l'austérité du message, mais en fait, le bio, c'est une autre forme de responsabilité. Et donc, ça peut devenir sympathique, ça peut être une valeur qu'on partage. Et dans ce cas-là, c'est plus une question de prix. Donc, c'est pour ça que je dis ça. C'est qu'est-ce que tu cherches dans l'offre que tu achètes comme client, comme consommateur. Est-ce que c'est vraiment le prix? Je crois pas. Je pense que c'est vraiment satisfaire des besoins qui sont plutôt de sens, en fait. On est dans le haut de la pyramide, si on doit se référer encore à ça. Et on a besoin de comprendre qui nous sommes à travers ce que nous achetons. Ça a toujours été vrai, ça, d'ailleurs. Mais on est de toute façon dans une société de surconsommation pour tout, dans tous les secteurs. Je le citais tout à l'heure avec cette notion d'achat compulsif ou ce plaisir qu'on a envie de se faire. Et finalement, les marques suivent derrière. Donc, c'est de se dire, quid de l'œuf ou de la poule, quid du consommateur ou de la marque, qui doit
lancer le premier, la tendance. Alors je spoil un peu de, de ton credo. Oui, Oui, faire moins mais mieux. oui, d'accord, mais bien sûr, mais en même temps, si on revient à Spinoza, l'humain est un être de désir et c'est quand même ça qui nous fait agir. Et donc, est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que moi, je crois que oui, je crois qu'on en a besoin. Sinon, on est tout le temps dans des émotions négatives pour le coup, Ou ça, dans de la ou frustration. dans En de la fait, c'est frustration. ça, c'est comment transformer, nous, marketeurs et communicants, comment transformer une offre avec potentiellement un renouvellement complet du business model, puisque c'est ça aussi ce à quoi on doit réfléchir dans ces prochains mois et prochaines années. Et comment on peut faire en sorte que on n'ait pas des émotions négatives derrière, qu'on soit sur les fameuses émotions positives que tu prônes, la joie, Bien la sûr. surprise dans ce qu'on fait. C'est ça notre métier, en fait. C'est pour ça que c'est une mission passionnante. C'est parce que en plus, les contraintes sont plus fortes qu'avant où il suffisait de dire c'est vachement fun, tu devrais toi aussi en acheter, tu serais comme les autres là, une star, etc. C'était quand même un peu facile comme argument. Aujourd'hui, il faut aller un peu plus loin que ça, il faut vraiment éduquer. Et c'est pour ça que je parle de ça, c'est aussi parce que je crois que c'est plus difficile. Je pense que le marketing d'aujourd'hui est plus difficile à faire qu'avant. Mais c'est passionnant si on veut bien regarder. Est-ce que tout le monde a envie de se mettre dedans, ou en tout cas tout le monde a envie de dire je fais du marketing, alors qu'en fait il maîtrise pas les codes, ou c'est quoi Oui, selon toi? parce on a toujours c'est toujours pareil dans cette profession, c'est on a quelques trucs et astuces, tu vois, on a quelques boîtes à outils. Alors des outils maintenant, on en a, on sait plus quoi en faire. Il y a plus de 10 000 outils marketing aujourd'hui, donc bon, qu'est-ce qu'on fait avec 10 000 outils, tu vois? Enfin, je sais pas. Connaîtrais-tu un jardinier qui aurait 10 000 outils? Moi, j'en connais pas. Ou un ébéniste non plus. Bon, donc pourquoi? Enfin, ça sert vraiment à quoi? Bon, mais au-delà de ça, on a quelques tactiques et tout le monde essaye de faire la même chose. Donc, tu le vois sur les réseaux sociaux, tu le vois sur les campagnes que tu reçois. Tout le monde écrit exactement de la même façon. Puis alors maintenant il y a l'IA L'IA qui écrit permet à notre évidemment place. de faire encore mieux la même chose que les autres. Euh, Pourquoi? Parce que c'est le moindre effort. C'est le moindre effort, alors que là, ça devient difficile. Avoir un message pertinent, responsable, puisqu'on quand même on parle de ça aussi, de cette responsabilité de faire un marketing durable que tu préconises, comme moi, d'une certaine façon, ça demande des efforts. C'est pas juste. Je prends une photo, je la mets sur Insta, quoi. Enfin, pour caricaturer, tu vois, mais il y a un message à faire passer, il y a à expliquer aux gens pourquoi c'est ça qui leur convient, pourquoi nous on travaille dans ce sens-là pour que eux, ça apporte quelque chose, ça crée de la valeur pour le client. Et, et on n'a pas dit que c'était facile de faire ça. Mais ceux qui le font, ou les marques qui le font, font la différence. Et l'objectif du marketing, à nouveau, j'y reviens, c'est faire la différence. Mais faire la différence, c'est créer une valeur que les autres ne créent pas pour leurs clients. Pour Ça, moi, c'est ça la ça va valeur. aussi avec finalement la vision ou la raison d'être de la boîte, c'est de pouvoir, enfin de la boîte ou de la marque. Oui, on Euh, a beaucoup travaillé maintenant sur quelle est ta raison d'être, quelle est ta mission. Ce qui est bien, c'est au moins savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait, c'est quand même pas mal. Oui, Et pouvoir et l'expliquer. d'intégrer des dimensions, enfin, quand on Oui, parle de raison d'être ou de mission d'entreprise ou de société à mission, c'est qu'on va intégrer les parties prenantes, on va intégrer aussi cet voilà, écosystème environnemental, cette attention portée à la planète, peut-être davantage que quand on se mettait une mission dans une boîte d'avant où c'était faire de la croissance et être le leader sur mon marché. c'est ça. Il y en a, c'était les Bah, objectifs et c'était point barre. c'est la bascule que moi j'ai opérée à partir du moment où j'ai parlé de marketing émotionnel, c'est de m'intéresser à l'autre, enfin, donc l'autre étant le client, et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Et à partir du moment où on s'intéresse à ça, on peut pas simplement dire voilà ce qu'on fait. On doit aussi se préoccuper de ce que lui a envie qu'on fasse. Et, et à ce moment-là, on est on est dans un dialogue. On n'est pas dans un monologue. On est dans la conversation. On n'est pas dans la liste de mes arguments commerciaux. On est dans l'écoute. On est dans l'empathie. Enfin, les mots qu'on emploie un peu trop souvent, mais Ou de la co-construction. Enfin, on est dans la j'étais co-construction. vraiment beaucoup là-dedans, c'est de se dire, on sort pas une offre, un produit ou un service
sans être dans la co-construction avec les équipes commerciales en premier, et puis avec les clients évidemment. C'est de se dire, ça va être eux les premiers qui vont tester. Donc, si ça doit évoluer, être ajusté, comment on va trouver les arguments derrière, qu'est-ce qui manque à l'offre, que ce soit en B2B ou B2C. Hein, de toute façon, ça marche pareil. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux, quoi. Oui, clairement. La co-construction, c'est... Alors moi, je vais jusqu'au bout de l'idée, c'est que j'essaye de me mettre dans la peau, dans la tête, dans le cœur du client et d'imaginer comment lui voit les choses. Mais c'est ça aussi la co-construction, c'est au minimum le respect de l'autre. Oui, Donc moi, alors, quand je parle de marketing aujourd'hui, je parle de respect parce que ça me semble c'est tellement basique. essentiel. Ouais. Euh, et parce qu'aussi, j'ai lu dans un excellent bouquin paru il y a 20 ans, écrit par un Anglais, Pas d'amour sans respect. Et ça me semble tellement évident. Et on est quand même dans ces enjeux-là quand on écoute ce qui se passe malheureusement partout. Mm. Le respect d'abord, quoi. Et si tu prétends aimer tes clients, il faut commencer par les respecter. Et te respecter toi-même en tant qu'entreprise, tes salariés, Ça, tes c'était valeurs. déjà ton credo, ton axe en 2013 quand ton bouquin sur le marketing émotionnel est sorti. Là, maintenant, 10 ans après, est-ce que J'y tu crois vois, toujours. est-ce que tu, ouais, mais est-ce que tu as l'impression que peut-être qu'à l'époque tu étais un ovni parce qu'on parlait que business, bénéfice, croissance. Là, aujourd'hui, on est toujours dans cette démarche-là. Pour autant, il commence à y avoir quelques acteurs ou comme toi, comme moi, où on essaye d'inspirer, d'influencer, de voir les choses différemment et peut-être de pouvoir se dire, finalement, les auditeurs Marketcom qui nous écoutent ou autres, on peut faire changer les choses, on peut faire changer les choses de l'intérieur aussi, même si le DG est toujours dans cette optique de croissance, performance. On peut toujours croître mais différemment, on peut toujours performer mais différemment avec, comme tu le disais, ce respect aussi bien des clients ou des parties prenantes que ce respect environnemental de la planète. Tout à fait. Mais alors, pour être tout à fait transparent et honnête avec les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui le faisaient déjà avant qu'on en parle, si tu veux. Heureusement. Oui, heureusement, des gens. Moi, j'ai en tête des gens comme Marmiton, parce que c'est toujours une marque très inspirante, je trouve, même si elle a été rachetée, pour le business et les finances comme d'habitude, mais néanmoins les fondateurs avaient cet esprit-là. C'est vrai aussi de la Maïf, où tu entends son dirigeant un peu partout, aujourd'hui très engagé sur un marketing à la fois responsable, durable, enfin vraiment engagé. Mais il était déjà sur cette ligne-là avant. C'était le cas des gens chez Decathlon, c'était le cas des gens chez Michel et Augustin avant qu'ils soient rachetés par Danone, etc. Donc, en fait, il y avait déjà des gens qui le faisaient. Moi, je l'ai un peu verbalisé, on va dire, cette idée-là. Mais j'étais inspiré, comme je viens de le dire, par nos amis anglo-saxons qui ont toujours un peu d'avance là-dessus et qui, pour le coup, aiment davantage les gens que nous, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, la bascule, et d'ailleurs, elle est encore à faire. C'est est-ce que tu aimes les gens? Enfin, si tu fais du marketing et que tu n'aimes pas les gens, ça va être compliqué. En fait, est-ce que tu as une approche court-termiste ou est-ce que tu as une approche plus long terme de la relation avec ton client? Oui, on peut le dire comme ça. C'est une approche comptable ou financière et une approche relationnelle C'est bien pour ça et qu'entre affective. DAF et directeur market, on a deux visions aussi un peu différentes. Oui, c'est aussi là, quand tu parles de performance, que tu te rends compte qu'on vit avec cette idée que la performance, c'est ce qu'il nous faut, alors que, il y a des chercheurs qui montrent assez habilement que la performance, c'est plutôt ce qui nous fait détruire tout le reste, quoi. Et donc, on fait n'importe quoi. J'écoutais un conférencier là-dessus, un chercheur, qui dit, ah oui, alors on a fait des progrès parce qu'avant on avait des frigos qui consommaient une énergie folle pour faire du froid. Alors maintenant, on a divisé par deux, par trois la consommation énergétique d'un frigo. Sauf que maintenant on a 4 frigos dans la maison parce qu'on a une cave à vin, on a machin, on a celui du premier Ça, j'avais étage. pas Enfin, pensé. J'étais en train de me dire, mais moi, j'en ai qu'un. mais eh oui, et c'est ça. Donc en fait, c'est complètement idiot. C'est-à-dire que parce qu'on a gagné en performance, on pense qu'on peut en avoir 4.
ou des plus gros, tu vois, les doubles armoires. Alors non, j'avoue, j'ai un congélateur sur la phase de Covid que j'ai acheté en plus en me disant mais C'est on va génial, pas y ils arriver. consomment pas beaucoup. Voilà, bon, Ouais. Mais maintenant tu il vois, est ça, enfin, c'est qu'un débranché, exemple, mais mais c'est pareil avec les voitures électriques. Donc, on commence à se rendre compte que finalement, elles ont un impact très discutable parce que quand on n'aura plus de cuivre, on n'aura plus de je sais pas quoi pour alimenter des piles, comment on fera? Bon, on aura trouvé autre chose. C'est bien sympa, mais en fait, c'est une course sans fin, quoi. C'est le hamster dans la roue. Donc, la performance pour la performance, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est pas le moment où on devrait s'interroger sur moins de performance, mais plus de bien-être, en fait. Tu vois, plus. Alors, je ne veux pas dire des mots bisounours, parce que déjà, quand je disais il faut aimer ses clients, on me disait t'es gentil, mais nous, on fait du fric. Mais je continue de penser que si on aime les gens, si on respecte les gens, et nous en sommes, nous aussi, hein, en fait, est-ce qu'on a besoin de nous vendre plus de performance? Est-ce que tu as vraiment besoin de plus de performance? Dans quoi, en fait? Qu'est-ce que c'est un pantalon plus performant? Qu'est-ce que c'est un sac à main plus performant? Ça veut rien dire, en fait. Donc, je suis en train d'imaginer le pantalon plus performant. Je me dis, ça, c'est quand on se prend des trompes d'eau ouais, ou ouais, alors tu qu'il va peux faire des imaginer plein de trucs, canicules mais et que il rafraîchit en même temps. Bon, c'est il y a ça. des gens qui Voilà. cherchent hein, des idées comme ça. Et alors qu'on est dans un moment où on devrait se rendre compte que plus on essaye de faire des choses performantes et plus on détruit tout le reste, en fait, tout ce qui est à côté. Après, on est sur un changement de business model. Mais si on prend l'exemple des acteurs dans le packaging agroalimentaire, aujourd'hui, il y a énormément de plastique utilisé, énormément de matières qui sont pas encore toutes recyclables. Loin de là. Et du coup, toi qui côtoies un peu plus ce secteur-là, est-ce que tu vois des innovations arriver? Est-ce que tu sens qu'il y a une remise en cause de leur business model ou qui restent sur leurs acquis d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Alors non, il y a toujours une remise en cause. L'industrie, pour le coup, c'est un monde difficile où si tu te remets pas en question et si tu n'avances pas, tu seras écrasé ou oublié assez souvent, y compris dans le packaging. La, la grosse question, c'est qu'on ne sait pas tout faire en fait. C'est-à-dire que le plastique a permis de faire énormément de choses qu'on ne savait pas faire avant. Et c'est d'ailleurs en partie ce plastique qui nous a permis de manger des produits, d'avoir une alimentation bien plus saine que c'était le cas il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Sauf que maintenant, on se dit, maintenant, il faut plus de plastique, à juste titre. Oui, mais ça pose de gros problèmes parce qu'on ne sait pas le faire. En fait, il y a Oui, des gens qui cherchent, mais le le carton carton, ne le colle pas. papier, Enfin, on a les packs de lait oui, on qui sait sont faire des transformés. choses. On sait faire des choses. Oui, mais dans ton pack de lait en carton, il y a quand même un film C'est ça, plastique à exactement. l'intérieur. Bah oui, Sinon, bien ça sûr. marche pas. Bah oui. Sinon, Bon, tu bouffes du carton. Alors, bon, c'est de la cellulose, c'est peut-être moins pire que Sinon, il y des. a le lait qui s'étale. Aussi. Donc, Donc, ouais, donc, on sait. donc, ils travaillent. Hein. Non, honnêtement, il y a beaucoup de progrès qui sont faits, mais on touche des limites de faisabilité pour l'instant. Je ne sais pas ce que sera dans 10 ans ou 20 ans la recherche. Et après ça, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on peut recycler? Est-ce qu'on peut réutiliser? Est-ce qu'on peut réduire les tailles d'emballage? Puisque on travaille aussi sur ça. Est-ce qu'on peut aussi expliquer aux consommateurs qui pourraient acheter des produits sans emballage? Il y a des gens qui le font. Qui pourraient acheter des produits avec moins d'emballage? Ce serait pas mal aussi. Qu'on n'a pas besoin de messages publicitaires sur un emballage produit, en fait. Ça ne nous intéresse pas. Bon, mais il y a une complexité hein, si on parle que de l'alimentaire, mais après c'est vrai pour plein d'autres choses. Tu vois aussi que la performance de la livraison en tout à l'heure, là, dans 3 heures, c'est bien sympa, mais ça a un Est-ce coût. que c'est. Oui, tout à fait. Et à quoi Oui. ça sert? C'est-à-dire que avant, tu attendais 15 jours qu'on te livre, voire tu te déplaçais à pied pour aller le chercher, je sais pas où, dans ton bureau de poste, et Alors, ça le on est faisait. en train de revenir à Maintenant, plein de choses du passé. Hein. Les consignes de verre qui vont revenir. oui, bien sûr. Moi, j'avais ce souvenir-là quand j'étais petite. Ouais. Il y avait les bouteilles en verre, alors, les bouteilles de vin, mais d'autres aussi Oui, alors on n'est pas obligé de revenir qu'on allait à ramener. ce moment où moi je traversais un champ pour aller chercher du lait dans un pot en fer, tu vois, et revenir chez moi. Ah, moi, ça, j'ai jamais On n'est fait. pas obligé, moi je l'ai fait, on n'est pas obligé de faire ça. Mais quand même, quoi. Ouais, non, mais de repenser les choses un peu plus. Qu'est-ce qui fait sens pour toi?
Est-ce que c'est vraiment d'acheter un produit sous un emballage plastique, ou bien est-ce que tu pourrais aller au marché où il n'y aurait pas d'emballage et tu mettrais ça dans ton panier? Oui, sur Ah, du plus tu vois, local ou c'est une du plus question frais. simple. Mais après, ça a une question de coût. Oui, On mais en là revient au aussi, c'est prix. pareil. On Mm. a, on a été tellement tabassé par des gens que tu connais bien pour nous dire chez nous, c'est moins cher. Et d'ailleurs, ils continuent de le faire, alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. Moi, je vais au marché. Là, tu me posais la question. Enfin, tu me l'as pas encore posée, mais j'anticipe. Quel est mon éco-geste? Je Ouais. me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ça. Je vais dire, je vais au marché. Avant, j'allais dans un supermarché pour acheter les mêmes produits. Et quelquefois, ils étaient d'ailleurs emballés sous plastique. Là, je vais au marché, mon commerçant me dit, voudrais-tu un sac? Je lui dis non, mais ça dans mon panier. On a gagné déjà un emballage. Ah, ça, c'est clair. D'accord. Moi, c'est pareil. Est-ce que ce serait plus On cher? a plein de tote bags, par contre. Ben non, c'est pas plus cher. Mais non, 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 ça, c'est clair. Je me rends compte Oui, que et le puis c'est maraîcher, une... il est local, donc il me vend pas plus cher parce qu'il n'y a pas trois intermédiaires comme quand je vais chez l'autre. Donc finalement, j'ai des produits de meilleure qualité. La grosse différence, c'est que je peux parler aux commerçants. Donc, il y a le côté relationnel que t'aimes bien, que Ouais, t'adores, que moi aussi. j'adore. Mais c'est ça, en fait, qui fait la différence Ah, d'un commerce à un autre. C'est le fait d'avoir quelqu'un qui est accueillant, qui est souriant. Enfin, j'ai travaillé dans le milieu du retail pendant pas mal d'années, alors côté pharma, mais c'est pareil. C'est-à-dire, moi, quand je suis consommatrice, je vais chez le fromager, à la librairie du coin, et je préfère largement y aller parce que il y a les petits mots, il y a l'histoire, on les connaît. Il y a toujours un conseil qui est là. Et au marché, c'est pareil. C'est limite, ils savent ce que je vais déjà acheter. mais même en grande distribution, on a bien vu pendant le Covid qu'on a mis des cages en plastique hein, pour que les caissières ou les caissiers soient pas intoxiqués par nos microbes, ce qui est une bonne chose. Ça a cassé la relation. Donc il y a des gens qui ont dit, mais moi, je veux retrouver la relation avec ma caissière et mon caissier. Il y a des caisses qui sont faites exprès où les gens prennent leur temps. Un truc de fou, hein, prendre son temps, mais quand même. Si j'en reviens là, tu vois, je suis en train de montrer le livre. Alors, pas de chance parce que tu avais pensé au même à me ramener. J'aurais dû Le prendre un autre. voilà. Marketing zéro, le marketing responsable dont vous êtes le héros. Ça, est-ce que c'est vendeur un marketing zéro? Parce que tu vois, j'imagine ça dans les rayons alors, de la Fnac ou de la librairie. Et tu te dis le marketing zéro, mais en fait un marketeur il va jamais vouloir acheter un truc comme ça. C'est comme finalement j'ai échangé avec Rémi Maron qui a écrit aussi le grand livre du marketing digital et qui parle beaucoup de durable, mais en fait il l'a pas mis sur sa couve parce que ce serait pas vendeur. T'as osé le faire. Ouais, on n'aurait peut-être pas dû. C'est vrai. C'est ça que tu es en train de me dire? Non, je Ouais, sais ouais, pas. je crois que tu as raison. C'est pas très vendeur. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu Repartir racontes de zéro, c'est pas très vendeur. Moi, ça me fascine hein, parce que je me dis, en fait, mais dans ma vie de je suis marketeur, tellement en phase j'ai sur toujours fait ça. Mais Je suis oui. toujours pour repartir de zéro. J'ai eu des tonnes de briefs de mes clients et j'en ai encore. Et à chaque fois, je me dis, bon, ok, on efface tout, on recommence. Et Oui, mais je c'est une sais pas, capacité. c'est Est-ce que évident, c'est quoi, non? Ben non, c'est pas évident. une qualité du marketeur entre la curiosité, la remise en question et se mettre à la place de. Enfin, pour moi, c'est toujours ça. Ce que je dis à mes étudiants quand je les vois, c'est quand on fait du marketing, on se met à la place de. Que ce soit un directeur des achats, que ce soit un DG, que ce soit un consommateur, la petite mamie, que ce soit le chien, que ce soit peu importe, on se met à la place de, ou en tout cas de l'acheteur, celui qui va payer le porte-monnaie, parce que le chien, il va pas payer. Voilà, il y a toujours ce côté-là. Et moi aussi, j'ai toujours aimé remettre à plat. Enfin, souvent, on me filait des projets parce que, vas-y, tu vas repartir de zéro. Et c'est un peu ça, finalement, le but des boîtes aujourd'hui au niveau de l'offre, c'est de se dire comment je fais différemment. On parlait des industriels tout à l'heure sur le packaging et tu parlais du recyclage ou en tout cas de cette notion de tri des déchets. Est-ce que c'est à eux d'avoir dans leur filière, dans leur cycle de vie du produit, cette notion de fin de vie? Je sais pas, ou en tout cas En tout cas, d'apporter une offre c'est à eux aussi de s'interroger sur ça. Ah, pour le et moins. d'avoir une solution pour le client. Alors là, c'est un peu Oui. difficile parce que dans l'agroalimentaire, il y a le B2B, le client, et puis il y a le B2C, le consommateur final. Et au fin, et le sachet plastique que je vais retrouver dans mon réfrigérateur, je vais pas aller le renvoyer forcément à l'industriel qui l'a fabriqué. Ou en tout cas, sur ce schéma-là, c'est un peu compliqué.
Ah, tu hoches la tête, peut-être qu'il y a des pistes qui pourraient être Oui, envisagées. il y a des boîtes qui travaillent sur ça. J'ai rencontré il y a pas longtemps Reuse. C'est une société qui considère que tu vas pouvoir rapporter un certain nombre de choses, d'objets que tu n'utilises pas, et qu'on va les mettre dans une boîte, et après on va les reconditionner, démonter, je ne sais pas quoi, on va en refaire quelque chose d'autre. Alors voudrais-tu participer à ce mouvement-là? Bah oui. Donc comment on fait? Bah, le problème c'est où est-ce que je fais ça? Et donc ils réussissent à adresser et à intéresser la grande distribution, qui pour le coup va implanter sorte de kiosque où tu vas venir, toi, rapporter un truc. Comme on rapporte ces piles, ces ampoules, ces Exactement objets pareil. petits On va te électroménagers. l'échanger contre, bon, je sais pas, une contre-valeur de quelque chose, forcément. Et bah, Ça, j'imagine bien la borne, tu il sais, où tu va, mets et ça fait le schling comme la machine à sous et tu récupères avec tes bons. c'est pas exactement une machine à sous, mais néanmoins, c'est l'esprit de dire, bah, en fait, si on n'arrive pas à le faire, c'est parce que les gens, bah, c'est plus simple Ils le pour eux de le laissent jeter à chez la soi. poubelle, quoi. Ou Oui, de le alors, laisser dans un mais placard, c'est ou de le ça. laisser Moi, dans le je le vois grenier. avec les smartphones, le nombre de smartphones qui sont Voilà. inutilisés Voilà. au fond et qui dorment au fond des tiroirs, alors qu'il y a plein de métaux, matériaux qu'on pourrait un peu recycler. Et tu vois, dans cet esprit, j'ai discuté avec les fondateurs de cette boîte et je leur ai dit, mais quand même, en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on arrive à éduquer les gens à pas acheter n'importe quoi et à pas en acheter 50 qui finissent dans un placard. Oui, bien sûr, mais si on fait pas, s'il n'y a pas un mouvement de départ, s'il n'y a pas une motivation supérieure à la facilité qui consiste à dire, bah, je vais le jeter, voilà, bah, ils le feront pas. Donc je respecte complètement cette démarche parce que je la trouve à la fois intelligente et aussi impertinente parce qu'elle est quand même assez osée d'aller faire ça dans le temple de la consommation qui est la grande distrib, mais qui adhère au truc parce que maintenant elle est obligée aussi d'aller vers ça. Et donc il y a un moment où il faut, c'est peut-être du cynisme de leur part, mais ça l'est pas pour le consommateur parce que finalement c'est ça qui m'intéresse, c'est que le consommateur, lui, il découvre que bah oui, il pourrait rapporter un truc au lieu de le jeter et que il Et que serait ça pourrait réemployé et que être finalement ça pourrait être créer de la valeur, ça quoi. crée de la valeur pour Mm. lui et pour les autres. Ouais. Donc finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est en même temps lui montrer le bénéfice de son geste et en même temps lui faciliter ce geste. Et le message, oh, bien sûr, et le Mm. message de fond, c'est quand même de lui montrer aussi que À des quoi trucs ça comme sert? ça, il en a plein dans son Ouais. grenier et que peut-être qu'il faudrait se calmer un peu, quoi. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à des appartements type... ouais, c'est ça, exactement. En mode asiatique où il n'y a rien, aucun meuble, un petit tapis. Oui, euh, si on est dans la sagesse bouddhiste, si on est dans la recherche, tu vois, qui est du à l'opposé du message des années 50 de la maison complètement, américaine ou avec tous les de la équipements famille. possibles. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas. En fait, il y a, il y a un truc qui s'est passé, c'est que il y a eu cette course à l'équipement, effectivement, des années 50-60, avec le modèle américain qui nous est arrivé sur la tête, et on s'est dit, on va faire ça. Et puis maintenant, on a dépassé ça depuis longtemps, en fait. Quand on regarde bien, c'est le problème on parlait des frigos tout à l'heure, mais c'est le problème des écrans. Combien il y a d'écrans chez toi? Bon, c'est monstrueux, en fait. Il y en a partout. Mais pourquoi faire? Combien t'en regardes à la fois? Non, ouais, Oui, mais non, parce que, ah oui, mais on sait jamais si. Non, en fait. Avant, on regardait tous le même écran. oui. Ou on Bah, n'en avait en tout pas. Mais cas, quand on c'est en a ça. eu un, on s'est Mm. mis tous devant. Et là, c'était bien. Et puis après, on s'est dit, oui, mais alors moi, j'en voudrais un pour moi, puis moi un autre pour moi, puis moi un autre dans la cuisine, puis moi un petit, puis moi un grand, puis moi un portable, puis moi un sur mon vélo, puis moi. Bon, ça s'arrête jamais, en fait. Et donc c'est la course à la performance. Je pense qu'on a atteint ce moment où les gens prennent conscience que c'est de la folie. D'ailleurs, ça leur coûte trop cher. Et comme en plus on est dans cette période, comme tu disais, où il faut que je fasse attention à mon budget, ben forcément je vais réduire des choses. Mais les mêmes qui te disent j'achète pas de viande ont quand même un smartphone, hein. Oui, parce que on peut difficilement passer outre. Moi, je vois, j'ai ma fille, elle Oui, passe en sixième. j'imagine même pas. Elle me tanne dès la fin de l'année scolaire là, pour me dire, bon alors, quid à la rentrée de quel smartphone je pourrais avoir. Oui, mais on est quand même obligé de d'essayer de dire aux gens pas d'écran avant 3 ans pour les enfants, parce que bon, ça fait quand même des ravages. Ensuite, on est quand même tenté de redire
Pas de réseaux On sociaux mettra peu de avant réseaux 13 sociaux ans avant 13 ou ans. 15 On ans. mettra plus de téléphone dans les poches des enfants avant 12 ans. Parce que sinon, c'est une catastrophe. Bon, pas pour des raisons écologiques, pas pour le coup, mais pour d'autres raisons. Donc, l'excès, en tout cas, de consommation nous a conduit là. Aujourd'hui, on est dans l'excès. On consomme trop, on achète trop, on vend trop. Et donc, il faut revenir à Là, zéro. ma fille, elle va avoir le vieux téléphone de sa grand-mère. Elle est hyper ravie parce qu'il est tout petit, il fait rien. Et je lui dis, ça t'ira très bien pour ce que tu auras à en C'est faire. super. Voilà, donc non, il faudrait qu'elle fasse autre chose, ça c'est clair. Alors, du coup, est-ce que tu veux nous parler, parce qu'on a un peu dévié, Oui. de ton De axe marketing zéro. zéro, oui, avec ton... En fait, on a créé, avec Philippe, on s'est interrogé sur une matrice qui nous permettait de à la fois poser un diagnostic, établir une méthode pour redéfinir le marketing. Parce on est tous les deux marketeurs, on en avait marre d'entendre c'est du marketing. Ça s'est pas amélioré en 3 ans, ça continue. C'est plutôt pire qu'avant. Ça, c'est du marketing, ça signifie pour les gens, bah non, c'est du bullshit, quoi. Et on peut pas y croire, et c'est des fausses promesses, et on C'est est ça, dans la c'est désillusion, quoi. toute l'image négative Oui. qu'on met derrière le market et la com aujourd'hui. Tu le vois aussi dans ce qui se passe dans les élections. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Puis alors maintenant, on a les fake news, on a les Voilà, il y a fake plus d'authenticité photos, dans les fake rien. vidéos, les fake voix, Tout est même fake, quoi. les fake écritures, parce qu'il y a aussi une IA qui travaille là-dessus, à reproduire ton écriture. Donc, on s'est dit, bon, si on veut changer l'image du marketing, il faut apprendre aux gens, enfin, faut dire aux gens comment recommencer, comment repartir de zéro. Alors, c'est un peu ambitieux. Et donc, ça, c'est pas très vendeur, comme tu le disais. Mais néanmoins, moi, je trouve que c'est une méthode hyper intéressante qui débouche sur d'autres choses, d'ailleurs, maintenant. Mais avant de parler d'autres choses, c'est 4 lettres zéro qu'on a exploitées dans les deux sens. Ta Avec, fameuse matrice. avec 4 lignes d'inspiration et 4 piliers ou 4 verticales métiers. Avec cette idée que quand tu es un marketeur, tu devrais d'une part être inspiré, ce qui serait quand même pas mal, et d'autre part avoir une vision métier, ce qui aussi te sort de simplement appuyer sur des boutons et d'avoir des outils et des tableaux de bord pour voir si tu as bien performé. Parce que c'est pas ça le marketing. Le marketing, c'est vraiment de l'action. Enfin, les gens ont oublié ça. C'est qu'est-ce qui met les autres en action. Donc les autres, ça commence par l'entreprise, mais ça s'adresse bien sûr au monde extérieur, les clients, les partenaires, etc. Donc en fait, dans ce bouquin, il y a 4 lignes d'inspiration sur le zen, sur l'émotion évidemment, sur le fait de reloader, c'est-à-dire de se rebooter, et puis sur le fait d'être open, ça fait le zéro d'inspiration. Et puis de l'autre côté, il y a les piliers du métier. Évidemment, il y a le zoom, savoir quelle est notre vision, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on voit devant nous. Il y a l'expérience, et il y a le reframing, c'est pour nous un rééquilibrage en fait des budgets marketing, au sens que aujourd'hui les budgets sont complètement déséquilibrés au profit de l'acquisition, alors même qu'on ne peut plus acquérir plus de clients. J'en discutais avec un spécialiste du sujet qui me dit mais l'acquisition marketing aujourd'hui c'est foutu, quoi. Enfin, ça marche pas en tout cas. Pourtant c'est 85% des budgets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dépense 85% de notre énergie pour des trucs qui marchent pas. Bon, c'est quand même délirant. Donc, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement s'intéresser aux gens qui existent déjà? Tu vois, moi, j'ai cette parabole de l'apéro pour expliquer ça. Quand tu invites des gens à l'apéro, t'invites qui? T'invites des gens que tu connais, t'invites des gens sympas. C'est ça avec qui tu as envie de prendre un verre. C'est normal, quoi. Mais est-ce que tu voudrais en inviter plus? Je ne sais pas très bien à quoi ça servirait, toi non plus. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce que tu dépenserais 85% du budget de l'apéro pour envoyer des invitations à des gens que tu connais pas? Sûrement pas, en fait, hein, parce que Et sinon, qui seront pas sûrs de venir. qui ne viendront pas même. Et donc, pourquoi tu dépenserais 85% de ton budget pour des gens qui vont pas venir? Alors que finalement, tu peux demander à tes clients de quoi revenir ton avec idée? avec un copain Tu pourrais faire ça. et finalement, Et il peut-être qu'il y en a un viendrait. qui viendra et ce sera sympa. Tu le connais pas, bah, il est venu, ok, super. On fait connaissance, tu vois. Et donc, quand tu Donc réfléchis à de ça, mettre tu son te dis budget c'est sur son client tellement du actuel. bon sens. Bah oui, évidemment. Oui, mais pourquoi tu le fais pas?
Mm. Pourquoi quand je Parce parle à qu'il y a des une gens du pression, marketing de parce qu'il y a grands une groupes, de pression grosses marques, commerciale. ils ne le font pas? Parce qu'on est dans cette idée qu'il faut toujours plus, que la performance, c'est gagner des clients. Et que si tu gagnes pas de clients, ben, t'as raté ta vie de marketeur. Ben non, en fait. Ça, c'est toujours cette histoire de camembert, tu sais, où tu te dis, mais comment je récupère des nouveaux clients finalement? Enfin, ou en tout cas, comment j'augmente mon camembert de chiffre d'affaires? Soit je l'agrandis parce que je vais trouver des nouveaux clients ou être sur un nouveau marché, un nouveau segment, ou etc. Ou soit tu dis, bah, mon client actuel, peut-être qu'il va acheter mon offre A, mais qui ne savait pas que je fais aussi une offre de service B. Et finalement, on va plutôt lui expliquer que je suis aussi capable de faire B, plutôt qu'il aille l'acheter ailleurs. Il va le faire avec nous, comme il nous connaît déjà. Donc c'est un peu ça, c'est de se dire comment j'utilise déjà ces clients-là. Et après, j'insiste pour qu'ils m'amènent d'autres clients, qui soient ambassadeurs sur d'autres clients. Et alors, Ça, c'est un peu la clé, de toute façon. Absolument. Et quand tu appliques cette grille, finalement, ce qui se passe, c'est que tu vois là où tu es en faiblesse et tu vois là où tu fais trop de choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas intéressantes et qui ne créent pas de valeur pour ton client, qui pourrait éventuellement en créer pour toi si vraiment tu mets les bouchées doubles, mais qui finalement n'en créent pas pour l'autre. Et donc, tu commences à te dire, bah, en fait, je vois mieux les choses. En fait, cette idée, c'était je vois ce qui est essentiel et je vois ce qui ne l'est pas. Et donc, ce qui ne l'est pas, bah, je ne le fais pas parce que c'est pas aligné, c'est pas mes valeurs, c'est pas ma mission, c'est pas là où je veux aller, c'est pas là où mes clients veulent que j'aille avec eux. Enfin, tout ça ne fonctionne C'est pas. se recentrer un peu, un Et donc, je ne recentrage. le fais pas. Je ne le fais pas. Et au contraire, je me concentre sur ce qui crée du sens et de la valeur, à la fois dans mes métiers, pour mes clients, par rapport à mon offre, évidemment. Et donc, oui, c'est se recentrer, mais c'est surtout comprendre Ce qui plaît, ce qui ce qui plaît, ce qui marche. plaît pas, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait pas C'est faire. le fameux 80-20 finalement, où des fois on a tendance à l'oublier et à vouloir faire 100 ou 120 Oui, et sans que ça fonctionne, avec trop d'énergie ou trop peut-être que c'est de... ça, mais peut-être que s'il y a 20 personnes à ton apéro, c'est très bien, en fait. Pourquoi voudrais-tu que ce soit mieux s'il y en a C'est déjà 30? pas mal dans un salon, tu vois. Ouais. Non, mais c'est ça, en fait. Ah, mais si on était 30, est-ce que ce serait mieux? Moi, je pose la question aux gens, ils me disent, ben non, pourquoi ce serait mieux? Ben alors, tu vois, Parce qu'on ne c'est pourrait ça. plus bouger, on pourrait pas C'est- danser. Bah oui, c'est ça l'idée. Et puis si on était 150, ah bah Mm. là, ce serait une catastrophe, Ah bah faut changer parce de que lieu tu là. n'aurais jamais le temps de parler à tout le monde. C'est vrai. Comme un mariage. En fait, on se dit le Ouais. mariage, c'est la journée la plus belle de Ouais. sa vie. Bah, En sauf fait, quand il y a 300 on personnes. n'a jamais le temps de dire, enfin, hormis un bonjour et de sourire, tu sais, et d'avoir Mais c'est ça, le c'est la sourire différence entre crispé. l'apéro avec 15 potes et le Ouais, mariage. Tu vois, c'est ouais, exactement ça. ouais, c'est Donc ça. tout le monde veut faire un mariage avec 300 personnes, alors qu'il n'aura pas le temps de parler aux Donc ça, gens. ça, c'est le message à faire passer aux DG qui nous écoutent, c'est de se dire arrêtez d'être dans une Ouais, vision mariage, pensez apéro et plaisir. mais oui. Mais oui. Ça va être notre nouveau slogan, ça. Ça va Non, mais marcher. tu vois, c'est là que tu rejoins le cow-boy du début, c'est C'est qu'en ça. fait, autour du feu, si on est 5, 6, ça va, mais quand on est 50, il y en a qui ont froid, en fait. Là, c'est ça. Ouais, ou alors sinon, il faut plusieurs feux. Mais dans ces cas-là, tu sous-traites, tu fais des petites entités. Là, c'est des filiales. Je vais la raconter comme ça maintenant. C'est vrai. C'est-à-dire, Bah, quand tu es au écoute, 5e rang derrière ceux qui sont près du feu, tu te cailles, en fait. ouais, et alors surtout ne pas prendre le truc chauffant, tu sais, parce que de toute façon, il n'y a pas l'électricité hein, quand tu es au milieu du désert. T'as pas ta prise, tu vois. Quels sont les messages que tu aimes donner aux étudiants? Tu vois, là, je change de braquet, je suis plus avec la cible des marketeurs, communicants ou du DG, Deux mais choses pour plutôt moi. aux futures Ouais. belles générations de marketeurs et communicants. Alors, deux choses que j'aime, enfin, que j'essaye de faire passer. Un, la passion. Et de temps en temps, ils me disent, oui, on voit, ça va, on a compris. Et alors, je suis content. Parce que je crois pas qu'on puisse faire ce métier sans être passionné. Et deux, l'amour. Parce que si on n'aime pas les gens, on peut pas le faire non plus. Pour moi, c'est impossible. En tout cas, si on voit que le dollar, tu sais, dans Ça peut pas les yeux, marcher. ouais. Ça Enfin, peut si, pas ça marcher. peut marcher pour certains, mais avec une vision très court-termiste. Oui, mais Ou trop. ça En marche tout cas, qui n'est pas ma vision, ça ça c'est marche évident. sur le sens des indicateurs de performance, type j'ai eu plus de likes que toi, donc j'ai bien réussi. On sait que c'est ridicule, donc faut arrêter un peu avec ça. Mais non, ça peut pas marcher sur le temps, ça peut pas marcher sur la valeur, ça peut pas marcher sur l'humain. L'humain n'est pas comme ça.
Donc voilà, j'essaye de leur dire ça. J'essaye de leur dire, il faut aimer les gens et il faut être passionné. Il faut être passionné par des idées, des choses qui vont être différentes, qui vont apporter quelque chose. Voilà, faut être créatif. Mais créatif, c'est un mot difficile, mais faut avoir envie, quoi. Voilà. C'est une question de passion pour moi, comme pour tout, en fait. Si demain tu te mets au tennis, si t'es pas passionné, ça va être long, quoi. Ça Ouais, doit être pour ça je que sais j'y pas. arrive pas. Non, mais tu te mettrais au crochet, ce serait pareil. Tu te mettrais, je sais pas, Mm. moi. C'est fort possible. Aujourd'hui, l'idée, c'est je vais écrire. Ah oui, je vais écrire un livre, je vais écrire un truc. Ouais, Mm. si t'as pas la passion, tu n'y arrives pas. C'est impossible. Ouais. C'est un révélateur fort, quoi. Ça, Hein. c'est mon côté que j'adore avec mes invités, tu vois, sur le podcast depuis que je l'ai créé. J'y vais avec plaisir. Enfin, pour moi, c'est un moment privilégié que j'ai avec chacun de mes invités et j'adore ce moment-là, quoi. Donc j'espère que ça se ressent de l'autre côté. Je crois, ouais. Enfin, en tout cas, moi, De je le l'écoute. ressens à discuter avec toi. Euh, et qu'est-ce que je suis en train de regarder un petit peu ma liste des questions parce que il y a pas du tout, enfin il y a plein de questions que On a zappé. alors pas forcément qu'on a zappé que je t'ai posé en plus qui n'était pas prévu. Euh, mais surtout, à la base, quand tu es intervenu et en commençant par le cow-boy, c'était aussi pour parler d'un axe RSE avec cet acronyme que toi tu utilises autrement que la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises et avec ton credo moins mais mieux. Et du coup, bah, j'aimerais bien voilà, que tu l'expliques ce que tu mets, Ouais. autour du R, du S et du E, sans spoiler parce que je vais te laisser le dire. Non, mais c'est la suite. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir de cette réflexion marketing zéro, il y a eu cette révélation que finalement, on pouvait facilement se détacher d'un certain nombre d'actions. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça dont les gens ont vraiment besoin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le marketeur d'aujourd'hui, il croule sous les injonctions de partout, et notamment de faire de la performance et d'avoir des indicateurs dans tout ce qu'il fait. Il faut qu'il y ait des indicateurs partout parce que sinon ça va pas. Et sans parler de la data qui est devenu un truc gigantesque et impossible à manier correctement. Et là, je me suis dit, mais en fait, il en fait trop. On lui en demande trop. Il en fait trop. Il faut toujours plus. Comment est-ce qu'on peut l'aider? En fait, en faisant moins déjà. Donc, la première chose, c'est que je me suis dit, il faut vraiment, vraiment dire aux gens, arrête, quoi. Fais moins, Réduit. réduis, fais moins de choses. Pourquoi? Si tu fais moins de choses, tu as plus de temps pour les faire, celles qui restent. Donc, si tu as plus de temps, en général, tu le fais mieux. Bon, tu peux toujours me dire que quand tu montes un meuble Ikea, il est bien monté, c'est vrai. Enfin, j'espère. Mais si c'était fait par un ébéniste, ce serait pas exactement pareil. Oui, mais d'accord, Dans la durabilité, en il tout va cas. y passer. D'ailleurs, d'une part, il va y passer 3 mois ou 6 mois. D'autre part, le truc va durer 2 siècles ou 3 siècles. Donc, c'est pas exactement la même Les chose. vieilles armoires de grand-mère qu'on n'a plus. Alors oui, t'es pas d'accord, mais moi aussi, hein, j'aime bien, c'est vite fait, tac. Oui, mais en fait, si je le faisais mieux, je prendrais plus de temps pour le faire et donc ce serait mieux fait. Mais si je le fais pas mieux, c'est parce que j'imagine que j'ai pas le temps. Donc on tourne en rond. Donc moi je dis, Et que ça coûte moins cher. Hein, ça coûte moins cher. Fais moins de choses, tu vas les faire mieux. Donc, premièrement, réduire. Réduire, c'est revenir à l'essentiel. Donc on a déjà abordé un peu le sujet. C'est ça. Qu'est-ce qui est essentiel pour ta marque, pour tes clients? Le reste, ne le fais pas. Parce qu'en fait, tu le fais mal, déjà. Et quand t'en fais trop, après, tu fais plus rien correctement. Et tu sais même pas pourquoi tu fais les choses. Donc déjà, ça. Et deuxièmement, l'idée de sublimer derrière, donc le S de la RSE, c'est pour moi l'idée que le marketing, c'est un travail d'artisan, pas d'industriel. Donc les outils qui industrialisent, automatisent, te permettent de gagner du temps, tu vas aller plus vite. Mais tu vas aller plus vite pour quoi faire? En fait, c'est ça. Le service client, s'il utilise l'IA, alors il traite les demandes plus vite, il clôt les dossiers plus vite, donc il va pouvoir en traiter plus. Donc tu es encore en train de me dire que la performance, ce serait d'en faire plus, premièrement.
Deuxièmement, tu vas passer moins de temps avec chaque client, donc c'est hyper frustrant pour le client, et tu as encore moins de temps pour la relation, forcément, puisque tu es concentré sur la résolution du problème, pas du tout sur la relation. Oui, ou sur la cause du problème, pour Ou sur, éviter d'avoir ou sur exactement. des plaintes clients. Et donc, plus ça va aller, moins tu vas avoir de relationnel avec ton client. Et ensuite, tu vas venir me dire, ah, mais c'est pas sympa parce qu'il revient pas chez nous alors que nous, on est vachement performants. Mais il s'en fout de ta performance. Ce qu'il veut, c'est des gens sympas. C'est pas du tout la même chose. Mais pour être sympa, il faudrait prendre du temps. Et il y a des gens qui avaient compris ça au début. Je me souviens de Zappos. Zappos, c'était une marque qui vendait des chaussures sur Internet, qui a été rachetée par Amazon pour une seule raison, c'était le meilleur service client au monde. Et le seul truc du service client, c'était je ne raccroche pas avec un client tant que le client n'est pas heureux. C'est pas tant que j'ai pas répondu à sa question, c'est tant qu'il n'est pas heureux. Satisfait. Ça change tout. C'est plus que satisfait. Ouais. C'est plus que satisfait. Et donc, il battait des records comme ça de durée d'appel qui allaient jusqu'à 8 heures, jusqu'à plus que 8 heures. C'est énorme, ça. Oui. Parce qu'en fait, il ne raccrochait pas tant qu'on n'avait pas quelque part sauvé le client, tu vois. Donc, bon, là, tu te dis, mais non, on ne peut pas faire ça, nous. Mais si. Et si tu fais ça, tu fais pas autre chose. Oui, d'accord, mais au moins, ça, tu le fais bien. Or, c'est ça que souhaite le client, que tu fasses bien les choses. Bien pour lui, en tout cas. Bien pour lui, mais exactement, bien pour lui. Donc, réduire, sublimer. Sublimer, ben, quand tu vas chez un chef étoilé, c'est de la cuisine sublimée. Ça prend un peu de temps. C'est pas facile. Cher aussi. Ça coûte cher, mais t'es d'accord. Voilà. Donc, et c'est pareil quand tu le fais pour tes invités. De toute façon, quand t'es chez toi, tu fais le chef quand t'as des invités, puis pour le reste, bah, tu fais comme C'est tu à peux. la louche. Parce que, bon, t'as pas le temps. Et c'est la même chose, en fait. C'est la même réflexion. Hein. C'est pas compliqué, quoi. C'est comme quand tu regardes pousser tes salades dans le jardin. Ça pousse pas, en fait. C'est pas vrai. Ça met un temps fou. Hein. Moi, Ça, je c'est suis pas les tomates cerises là, qui commencent voilà, à là, on en pousser. est là. Mais à un moment, ça y est. Bon, eh ben, t'as attendu et c'était bien. Donc, c'est mieux faire les choses. Donc, réduire, sublimer. Et la troisième lettre, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est éduquer. Moi, je suis convaincu que plus ça va, plus j'avance dans le temps, plus je suis convaincu que la mission du marketing, c'est éduquer les publics. Éduquer les publics, parce que si tu fais pas de l'éducation, les gens comprennent pas pourquoi tu fais ce que tu fais, en fait. C'est-à-dire qu'on a cru qu'il suffisait de dire Mon la produit, raison il est beau, il est d'être, magnifique. la mission de la marque, c'est ça. On est des gens sympas, on a des valeurs. Mais ça suffit pas, en fait. Il faut vraiment aller vers l'éducation. Alors, dans le marketing, on a dit fais du contenu, apprends aux gens à lire tes articles, écris un machin, livre blanc, etc. C'est une part du truc, évidemment. C'est une part de cette éducation, sauf qu'elle a été dévoyée toujours par les mêmes qui ont dit oui, mais combien t'as fait de clics? Donc en fait, tu fais plus d'éducation, tu fais du clic. Voilà. Donc tu fais du clic, et donc si tu mets n'importe quoi mais que ça fait du clic, c'est bien. Ben non, en fait. Tu vois? C'est Non, pas parce que ça possible, en fait. amène C'est pas pas ça. forcément un client derrière, en plus. Mais ou un non, mais prospect. c'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est d'expliquer aux gens. On parle d'emballage tout à l'heure. Moi, je lutte pour qu'on explique aux gens pourquoi c'est important, la qualité de l'emballage, l'herméticité de l'emballage, parce que sinon, on protège pas assez les produits qui sont dedans et donc pas assez les gens qui vont les manger, alors que c'est notre mission fondamentale. À quoi ça sert un emballage? À protéger. C'est tout. En fait, normalement, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de protéger? Bah, pour des tas de raisons. Ça paraît du bon sens quand je te le dis comme ça. Mais les industriels, ils s'en foutent, en fait. Ils veulent une performance de l'emballage. Il faut que ça aille vite. Ils s'en foutent pas tous, hein, on va modérer. Mais il y en a il faut juste que ce soit conforme, quoi. Mais non. Ton objectif, c'est pas ça. C'est quand même d'assurer, de faire le mieux possible pour tes clients. Donc, on touche à sublimer, éduquer. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que toi, tu fais mieux les choses que les autres? Bah, il faut que tu l'expliques. Il faut que tu le montres. Il faut que tu sois dans l'action. Il faut que tu fasses de la pédagogie. C'est ça. C'est le Alors, côté. c'est difficile. Ah bah oui, mais Ouais. c'est ça la différence, quoi. Mais ça vient aussi avec une forme d'argumentaire commercial, finalement, le côté éducation. C'est ouais. comment on l'explique, Mais le tu le vois produit dans différent. la vie des marques. Il y a des marques qui sont devenues les coachs des gens. Pourquoi Picard, c'est la marque préférée des Français? Parce que tu as l'impression que tu sais faire la cuisine grâce à Picard. En fait, tu achètes des trucs surgelés. Oui, mais pas seulement.
Picard Mais parce fait que des recettes. c'est Picard l'offre ou le t'explique comment service faire. en plus. C'est la petite chose en plus. C'est toute la différence. Il y a des gens qui sont nuls en cuisine, mais qui font de la bonne cuisine grâce à Picard. Ben, ça change leur vie. Il y a des gens qui vont chez Decathlon et qui ont un coach sportif fourni par la marque. Quel que soit leur niveau, ils n'ont pas besoin d'avoir un objectif des Jeux Olympiques, tu vois. C'est l'expert C'est de la celui qui va discipline en t'expliquer rayon. comment faire, Mm, pourquoi bien le faire, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, quelle mm, valeur ça crée pour toi. Il faut expliquer aux gens. tout ça. Ouais, c'est ça Ah non, mais ça, l'éducation. je suis bien en phase avec ton RSE. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais aborder avant que j'arrive à ma séquence classique des questions communes des invités? Non, j'ai déjà été super malade. Alors, je vais pas te poser la question sur l'éco-geste parce qu'on a déjà parlé du marché. Ouais, je vais Euh, griller celle-là. C'est ça, exactement. Je vais commencer par celle sur le nom de mon podcast qui s'appelle Marqueur, qui aborde le marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises. Et en même temps, parce que quand on fait les choses avec le cœur, on embarque les gens plus loin. Est-ce que toi, ça t'inspire? Bah oui, ça m'inspire, ouais, puisque le cœur, Ça t'a pas bah, arrêté d'en parler? c'est ça, on en parle. Je pense que on peut aimer les marques. On a beaucoup de mal en France à dire j'aime une marque. Moi, j'aime les marques, je les défends depuis toujours, mais au-delà de ça, il y a des marques que j'aime vraiment et dont je pourrais pas me passer. Donc pour moi, c'est ça aussi, et qui m'ont apporté beaucoup dans ma vie, qui créent de la valeur pour moi. Donc oui, je crois à ça. Donc j'aime bien parce que tu as fait la synthèse des deux mots essentiels pour moi. Donc ça le fait quoi. Bravo. Ça marche. Mais c'est moi qui l'ai trouvé, du coup. Enfin, pas que. Et bravo. Encore. Est-ce que sur t'aurais une campagne de pub ou une marque qui t'a inspiré et qui est dans cette démarche, non pas de greenwashing, mais vraiment d'un marketing durable responsable, d'une communication responsable? Ouais, j'avais envie de te dire une marque que j'aime pas trop et qui pourtant est en train de prendre un virage, qui s'appelle Leclerc. Mhm. Alors, est-ce que c'est du responsable washing? Bon, on peut en parler, je sais pas, mais ou du greenwashing, mais j'ai l'impression quand même que petit à petit, on, on se met à parler des gens, pas seulement des clients, mais aussi des salariés qui sont dans les magasins. Et c'est pas un job facile. Qui se lèvent tôt, qui finissent tard, enfin bon, bref, quoi. Et qu'on commence à considérer un peu plus l'humain dans une entreprise qui, pour moi, a très longtemps tout misé sur le prix, comme on sait, et tout et n'importe quoi était bon pour justifier qu'on était les moins chers. Là maintenant, ça commence à bouger un peu. D'abord parce qu'on arrive au mur du moins cher, qui n'est pas tenable, et ensuite parce que je pense quand même qu'on se rend compte, en étant proche des gens, que c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la vie, et c'est la qualité de leur vie avant ça. Et donc voilà, bon, c'était un exemple, mais on peut le contester, on peut se dire que c'est de la com. Je suis pas sûr, je pense qu'il y a un espèce de mouvement quand même qui se fait autour de ça récemment sur cette marque. On va voir. L'avenir nous dira si c'était juste la com. Et puis j'ai un autre exemple que j'ai en tête, non, qui est aussi un exemple un peu touchy, je pense. C'est la marque Asphalt dont je parlais il y a 3-4 ans sur mon blog, et où j'ai eu une conversation un peu animée à ce moment-là en leur disant, vous pouvez pas à la fois dire aux gens, il faut être responsable, il faut acheter un pull, un jean, un t-shirt, le meilleur pour qu'il dure longtemps. Nous, on va le faire avec des vrais matériaux, on va faire vraiment super attention. Et pendant ce temps-là, me montrer un gars qui a 50 balais et qui conduit une Mustang sur un circuit. Ah, bah non. Ou une vieille bécane qui consommerait je ne sais pas combien. J'ai dit non, c'est pas possible. Tu veux pas à la fois être dans le durable et à la fois me montrer. Alors, je sais, c'est sympa, c'est sexy, le gars de 50 ans qui conduit une Mustang, parce qu'en fait, ta cible, elle est plutôt 30, 35. Enfin, tes clients sont plutôt 30, 35, parce qu'en fait, à 35 ans, ils rêvent d'avoir une Mustang pour tourner sur un circuit. Mais non, justement. Oui.
Ta mission, c'est Là, on d'éduquer est les gens. sur les nouveaux récits désirables. Oui, ta mission, De c'est changer un d'éduquer peu les les gens. choses. C'est pas du tout ça. Ta mission, c'est de leur dire, bah non, tu vas pas faire de la Mustang, tu vas pas t'acheter une bécane. C'est tant pis, quoi. Tu vas faire du vélo, tu vas aller monter à pied dans la montagne, tu vas faire de la voile, je sais pas, tu vas faire autre chose, quoi. Parce que c'est fini, ça. Et c'est ça ta mission de marque. Si tu le fais, et ils ont tout de suite changé, hein. Et puis, ils sont sur un business model qui est assez original, puisque en fait, l'idée de départ, c'est tu commandes et quand il y aura eu assez de gens pour commander, je vais le fabriquer. Donc, je fabrique que ce que tu as commandé. Donc, j'ai pas de stock, j'ai pas de perte. Mm. Je fais pas, De surconsommation, je fais parce pas que de c'est... surconsommation, ouais. exactement. Et il y a une espèce de côté un peu limité du produit, qualitatif. Bon, on le fait en Europe, on le fait pas au Pakistan, etc. Avec des vrais matériaux. On fait un peu attention à tout ça. Et je trouve que le discours est vachement intéressant. Voilà, donc cette marque-là, elle a connu des hauts et des bas maintenant parce que tu es sur un modèle qui a aussi sa propre limite. C'est-à-dire que puisque tu m'expliques que j'ai besoin que d'un pull, bah, j'en achète qu'un. Donc tu fais comment pour m'en vendre un deuxième? C'est pas facile. Donc il y a une espèce de limite là qui a été rencontrée parce que tout le monde n'est pas prêt à ça. Et on en parlait au début, ça coûte plus cher. Donc moi, c'est bien gentil de me dire ça va être un beau pull, mais il va être 3 fois le prix. Mon porte-monnaie, à un moment, a été un peu coincé. Donc en ce moment, en tout cas, c'est devenu plus difficile. Mais je crois pas. Je crois qu'en même temps, ils vont continuer. Et s'ils arrivent à éduquer le public et pas simplement à balancer des arguments, tu vois, un peu descendants, s'ils arrivent vraiment à éduquer leur public, ils vont petit à petit y arriver. Et ils essayent en plus d'inciter d'autres entrepreneurs du secteur À faire bouger les choses. de les rejoindre Mm. sur cette idée d'un modèle respectueux des matières, de l'environnement, des gens. Et bah oui, c'est dur d'apprendre aux gens à pas acheter 50 pantalons par an. Bah oui, d'accord, mais c'est ça la mission d'une marque, quoi. Bon, c'est courageux. Ouais. Je note ces 2 exemples. Est-ce que tu as un futur invité auquel tu penses? Ouais, j'ai réfléchi à ça. Il y a un garçon que j'aime beaucoup et que j'ai revu il y a pas longtemps parce qu'il est venu prendre un poste de directeur marketing sur Paris, alors qu'il est plutôt du Sud, qui s'appelle Joselito Tirados. Donc ça, c'est un garçon. Et puis, un garçon, une fille, on va faire, hein, comme ça, on va garder l'équilibre. Une dame que j'aime bien aussi, qui s'appelle Cindy Bétan, qui est la directrice marketing de Cision France. Et qui a... Je vais dire ça. Non, je vais pas dire ça. En tout cas, qui s'est inspiré de Marketing Zéro et avant ça de marketing émotionnel, enfin, qui suit un peu ça Mm. et qui fait des choses, voilà, et qui en plus le fait en direction de plein d'autres marques qui sont ses clients, puisque c'est du B2B. Et dans l'univers aussi de la com, des relations presse, du marketing, qui porte autant que possible, en tout cas, ce message-là. Donc, je pense que ça... Ça peut être intéressant d'avoir... Et ce sont deux personnes qui aiment les gens. Voilà. Tant mieux. Qui aiment les marques et qui aiment les gens. Donc, normalement, ça devrait aller pour Marc. Top. Merci beaucoup, Patrice, Merci, pour cet Diane. échange-là. Et bon vent à toi avec de nouvelles perspectives et un futur livre, peut-être. Je ne sais pas, d'autres Alors, conférences. livre, peut-être, mais conférence, oui, j'espère, ouais. Pour parler au plus grand nombre de moins mais mieux, C'est par ça. exemple. Il faut porter son message. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!